Deuxième histoire, je vais la raconter, ça s'est passé à Yaoundé. C'est passé à Yaoundé. Une jeune fille qui est née d'une famille très pauvre. Son papa était maçon. C'était un maçon et sa mère faisait les beignets. Donc elle était la Benjamine. Elle est née. Et quand elle naît, on se rend compte qu'elle ressemble énormément à la petite sœur de son père qui était décédée. Donc elle vit le portrait de la petite sœur. Tu vois les portraits, les photos de deuil qu'on fait, qu'on encadre là, qu'on pleure le deuil de la personne là, non. Dans la photo là, son père avait gardé ça. Et quand elle est née, les gens disaient, ah, tu ressembles beaucoup à ta petite tante qui est décédée, machin, truc et tout. Au fur et à mesure que la petite fille là grandissait, elle se plaignait tout le temps qu'elle est née dans une famille pauvre. Et c'était le genre de petite fille complexée. Au lycée, elle mentait que ses parents sont très riches. Elle mentait aux enfants. Et s'arrangeait toujours à marcher juste avec les enfants des grandes familles, des familles riches et tout. Mais elle était très intelligente. Elle a eu son bac. Elle est partie à l'université, à Yaoundé toujours. Donc, étant à l'université là-bas, elle ne marchait qu'avec les enfants des boss, quoi. Sa mère lui a pris une chambre à l'université, mais vraiment dans le genre une chambre vraiment très précaire. Que sa mère savait que non, fait quoi, elle peut vendre ses beignets et payer la chambre de sa fille. Sa fille ne voulait pas de cette chambre-là, puisqu'elle avait menti à ses camarades que non. Mes parents sont au Canada et moi, ils m'ont juste laissé ici pour que je fasse mes études, mais après, je vais les suivre et tout. Donc, elle a, dans ses jokas, c'est monté, descendre, elle avait déjà cotisé de l'argent. Donc, elle est allée prendre une très, très belle chambre dans une très belle cité. Et elle a mis la petite chambre que sa mère l'avait pris en location. Donc, elle est restée là-bas. Donc, chaque fois, il sortait la petite jet set de Yaoundé et tout ça là. Un jour, donc, elle rencontre un très, très beau garçon, Ismaël. Je dis, c'est pas le nom du gars, mais je vais le surnommer comme ça, Ismaël. Elle rencontre Ismaël. Très beau garçon, grand, genre vraiment tracé là, beau brun. Mais le gars ne la calcule pas. Mais elle est flash sur le gars, le soir là. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Donc la deuxième fois, quand sa copine l'invite à cette soirée privée, elle revoit le gars. C'est elle qui va vers le gars. Il se met à draguer le gars accepte quoi. Ils se mettent à sortir ensemble. Mais ce genre sorti, c'est juste les préliminaires, les câlins, mais ils ne sont jamais passés à l'acte. Le gars lui donnait les cadeaux, le gars lui donnait de l'argent, tout ce qu'elle voulait, le gars lui donnait. Il lui a demandé de quitter à la cité parce que c'était loin l'université. Il ne pouvait pas tout le temps faire la navette et tout. Il lui a loué une jolie, je vais dire quoi, un duplex dans un quartier résidentiel à Yaoundé. Donc, il a loué à la fille là, très chic. Comme elle sait que sa mère venait tous les 3 mois la voir, quand sa mère doit venir, elle rentre dans sa chambre. Donc, elle s'entend avec son locataire, elle rentre dans sa chambre, sa mère arrive. Ah oui, c'est comment ça va? Oui, ça va. Quand le soir vient, sa mère rentre, elle aussi rentre en ville. Personne de sa famille ne savait qu'elle vivait dans le duplex. C'est une mini villa. Elle était là-bas. Donc, ça faisait même déjà 6 mois comme ça, mais elle se rend compte que le gars, quand il voyage, il lui apporte des trucs. Vraiment, elle était vraiment une fille huppée, ses sacs à main et tout, parfum. Vraiment très chic, classe. Mais elle lui demande, mais je dis, hein, pourquoi toi et moi, on ne couche pas ensemble? Il y a quoi? Tu me reproches de quelque chose, je ne te plais pas. Il y a quoi? Le gars lui dit non, écoute, il fait rien, machin, truc. Elle dit non, dis-moi, même si c'est pour faire quoi, je vais faire, dis-moi. Le gars lui dit que tu es sûr que tu vas faire. Elle dit oui, je vais faire. Il dit que tu es sûr. Elle me dit que oui, je vais te faire plaisir. Tu me mets bien tellement, tu me gâtes et tout et tout. Mais pourquoi est-ce que toi et moi on n'arrive pas à passer à l'acte? Le gars lui dit que non, c'est rien. Laisse, comme tu as dit que tu es prête à tout, on va faire. Donc, le gars dit que donc tu t'apprêtes vendredi, on va sortir, toi et moi et tout et tout. Bon, la go se dit que sûrement ils ont une petite soirée genre entre bons amoureux, non? Le gars, la go s'apprête et tout et tout. Le gars dit, je viens te chercher vers 23h. 23h, le gars est en bas. Belle voiture, elle entre. Ils se mettent à rouler, ils causent, ils roulent. Mais ils se rendent compte qu'ils sont en train de s'éloigner de la ville. C'est que Yaoundé n'est pas très éclairé. Dès que tu sors du centre-ville, là, c'est déjà noir. Mais elle dit que, mais pourquoi? Elle dit que non. Tu as dit que tu vas, on va roulons seulement. Ah, après, elle ne cause plus dans la voiture. Elle est calme.
calme. Il roule, une fois que rouler. À un moment donné, le gars arrête le moteur. Elle lui dit que, mais pourquoi tu t'arrêtes ici? C'est très obscur. On peut venir nous agresser. Il dit non, personne ne va nous agresser ici. Calme-toi. Ah. Quand elle veut lever la tête comme ça, elle voit qu'ils sont dans un cimetière. Elle prend peur. Elle lui demande que, mais pourquoi tu nous amènes ici? Le gars dit que, non, attends, écoute, c'est quelque chose de simple. Si tu fais ça pour moi, vraiment, je vais te gâter, je vais t'acheter la voiture dans une semaine. Ah, elle demande que tu veux que je fasse quoi? Il dit que non, je veux que tu te déshabilles ici dans la voiture. Tu vois la tombe qui est là-bas au bout. Je veux que, étant nu, tu pars danser sur la tombe là. Tu fais 7 tours. La fille dit que, mais, comment? Elle dit que, mais je vais te juger, je vais te donner la voiture. Tu vas me mettre bien, vraiment, tu sais que je t'aime. Et toi, elle dit oui. Donc, je te promets que je vais te faire un cadeau. Tu auras la voiture dans une semaine. Ta fille accepte. Elle commence à se déshabiller dans la voiture. Elle s'est déshabillée. Elle a lancé un petit sprint. Elle est partie sur la tombe là. Elle a dansé 7 fois. Elle a fait le tour. 1, 2, 3, 7 fois. Elle a fini. Pap, elle a couru. Elle est revenue dans la voiture. Le gars a démarré. Ils sont partis. Elle s'est habillée. Quand ils sont arrivés à la maison, il y a peut-être 2 heures du matin. Le gars n'est même pas monté. Il a dit que bon, va te coucher, non. Demain, je vais passer te voir. Elle s'est couchée. Elle s'est endormie. À 8 heures, la sonnerie de son téléphone sonne. Bim, 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 bim. Elle décroche, oui, allô, dans le sommeil, genre, allô. Elle entend seulement les pleurs, sa mère pleure. C'est quoi? Sa mère pleure seulement que ta petite soeur est morte, oh, ta petite soeur est morte. On s'est endormi dans la nuit, on s'est réveillé le matin. On a seulement trouvé son corps dans la chambre, sans vie. Ah! Comment elle-même se met à pleurer? Elle se met à pleurer. Le temps que mon gars, elle veut s'habiller, que non, gars, je cours vite, j'arrive au moins à la maison. Quand elle entre dans sa salle d'eau, face au miroir, pap, elle voit sa petite soeur qu'on vient de dire qu'elle est décédée. Apparaître dans le miroir. Elle crie. Tu fais quoi ici? Elle dit que, mais tu m'as appelé, c'est toi qui m'as appelé. Elle s'est évanouie. Elle a perdu connaissance dans sa salle d'eau. Elle s'est réveillée peut-être vers midi, comme ça. Elle a rampé. Donc même pour regarder le miroir, elle ne voulait même plus regarder le miroir. Elle a rampé. Elle est arrivée dans sa chambre. Quand elle ouvre la porte, elle a entendu comme si quelqu'un a cogné à sa porte. Tu vois un peu. Quand elle sort, elle ouvre la porte principale, elle voit, il y a un grand sac noir. Elle a refermé la porte. Elle appelle maintenant Ismaël. Elle appelle Ismaël. Ismaël décroche. Ouais, Ismaël, ma soeur vient de mourir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens de voir ma soeur. Ismaël est calme. Le gars lui dit, calme-toi. Le gars lui dit, calme-toi. Elle pleure. J'ai vu ma soeur dans le miroir. J'ai peur. Il lui dit, calme-toi. Il lui dit que le sac qui est devant la porte, tu as vu? Oui, j'ai vu, mais je n'ai pas pris. Ce qu'il a déposé, il dit que c'est pour toi, il faut prendre. Le gars lui dit, va prendre le sac. Elle porte le sac. Quand elle revient avec le sac, elle dépose le sac sur le lit. Sa sœur apparaît. Sa petite sœur apparaît assise sur le lit. Elle lui dit que qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu es juste dans ma tête. C'est juste une image. Elle dit que je ne suis pas dans ta tête. Je suis là. Elle appelle le nom de la fille là. Je suis là, je te dis. C'est toi qui m'as appelé. Je suis là. Qu'est-ce qu'on fait? Elle appelle Ismaël. Ismaël lui dit que bon, dis-lui juste que tu n'as pas besoin d'elle pour le moment. Elle va partir. Donc elle revient. Donc elle dit à sa sœur, je n'ai pas besoin de toi. Sa sœur a disparu. Quand elle ouvre l'argent, elle n'a jamais vu autant d'argent dans sa vie. Elle n'a jamais vu. Je raconte l'histoire là, j'ai la chair de poule. C'est une histoire vraie, vraiment sans exagération. Tu parles, nous, on est à mort. Je suis à mort là, je suis comme ça, là, c'est grave. Donc, elle n'a jamais vu autant d'argent dans sa vie. Elle s'habille donc elle prend les plus minimes de ses habits, elle s'habille, elle prend un peu d'argent, elle met dans son sac, elle va au deuil, ils se mettent à pleurer, il pleure. Donc elle donne, mais sa mère la voit quand même, sa mère dit, mais pourquoi tu as très bonne mine, tu es bien habillée comme ça. Ha. Elle dit, non maman, c'est une copine qui avait fait un voyage, elle m'a gardé les petits habits ici et tout. Donc elle donne 1 million à sa mère dit, hey. Elle dit non maman, j'ai trouvé un fiancé, il m'aime beaucoup, il dit qu'il va m'épouser. Ça me dit que vraiment, moi je ne l'ai pas encore connu. Et un fiancé, comment il te donne l'argent? Je vous rappelle que Ismaël a peut-être 30 ans et la petite fille là elle avait 22 ans. Elle avait 22 ans. Ismaël avait dans les 30 ans. Donc
Quand on fait le deuil maintenant, Ismaël accompagne au deuil, ils font les trucs et tout. Après ça, Ismaël lui dit que fais l'effort après qu'on enterre ta soeur, la terre fraîche qu'on va mettre sur son tombeau, là, fais l'effort de me ramener la terre là. Elle dit ok. Elle ne se posait même plus de questions. Elle a seulement dit ok. Elle a ramené la terre là à Ismaël. Ismaël a pris la terre là. Bon. Un autre jour, vers le mont Fébé, là-bas en haut, Ismaël a demandé qu'ils partent à une réunion. Ils ont un dîner. Ils sont partis là-bas. Quand ils arrivent là-bas, c'est des gens, vraiment des messieurs. Elle était la seule fille. Des messieurs bien, on leur sert le dîner couvert. Dès qu'on a ouvert le dîner là, l'odeur nauséabonde qui est sortie de là, elle s'est mise à vomir. Ismaël dit calme-toi, c'est notre dîner ici, calme-toi. Les gars, donc les autres papas regardaient que gars, tu nous as amené, c'est quoi? Pour qu'elle s'agite, elle ne savait pas. Elle dit que Ismaël, on va manger ça. C'était tu vois, les caca du cadavre. Il dit que oui, il faut qu'on mange ça. Elle a mangé ça. Ils ont mangé ça. Quand elle est rentrée, elle a commencé à vomir. Elle a vomi pratiquement toute la nuit là jusqu'au matin. Elle avait toujours de la nausée. Elle avait toujours la nausée. Elle avait toujours la nausée. Elle avait toujours la nausée. Après, elle s'est rendue compte que non. Son ventre, quand elle soulève son habit, elle voit les asticots sur son ventre. Elle voit les asticots sur son ventre. Bon, elle appelle Ismaël. Ismaël dit que non, c'est rien, ma chérie. Calme-toi. C'est ta part de trucs à supporter là-bas. Donc lui, Ismaël ne peut pas coucher avec une fille. C'était sa part de condition. Il ne peut pas coucher avec une fille, mais ils sortaient ensemble. Ils ne pouvaient que s'embrasser, se caresser, mais ils ne pouvaient pas passer à l'acte. Et la petite fille là, si elle couche avec toi, elle te prend. Si toi, un garçon, tu couches avec elle, tu jouis dans elle, elle te prend. Tu pars. Yeah. Et c'est comme ça qu'elle grandissait, tu vois un peu. Donc, le deuxième jour maintenant où on a dit que, la deuxième fois qu'on lui a dit qu'il y a dîner, oh, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, Ismaël, que je ne peux pas vraiment choisir autre chose, sinon vous allez seulement me tuer le dossier. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Ismaël dit que bon, il y a une autre option à cela. Ce que tu dois faire, c'est peut-être que tu dois partir dormir sur la tombe de ta soeur au cimetière. Tu passes la nuit là-bas. Elle a dit que, gars, Beta, je m'avais dormi sur la tombe de ma soeur. Hey, elle prend sa couverture donc, 23h30, elle roule. Elle roule. Là, tu vois un peu comme, je vais dire n'importe quoi, hein. Un peu comme si quelqu'un qui habite à Yaoundé et on a enterré sa soeur en fou. Tu vois un peu, non, dans son village en fou. Donc, elle roulait par là-bas. Elle arrive donc, elle place sa couverture. Elle veut dormir. Sa soeur vient, apparaît. Elle dit que, mais, je vais la surnommer, je sais pas, puisqu'il y a des noms. Elle lui dit que, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit que, pardon, s'il te plaît, laisse-moi dormir, je suis fatiguée. J'ai des semaines très éprouvantes ces jours-ci là. Sa soeur lui dit que, mais moi, je te dérange pas, c'est toi qui es chez moi. Toi, tu dors sur ma place. C'est pourquoi moi, je suis sortie pour te demander que qu'est-ce qu'il y a. Ils se sont donc assis, elles ont continué à causer. Donc, finalement, sa soeur qu'elle avait tuée là est devenue même sa meilleure amie. Parce qu'elle apparaissait chaque fois maintenant chez elle. Elle causait, elle n'avait plus peur. Donc, mais cette nuit-là, quand même, sa soeur lui a dit qu'attends, je vais te montrer quelque chose. Éteins la torche de ton téléphone. Il faisait noir. Elles sont allées, elles ont vu les gens creuser dans la tombe, les tombes des gens, profaner les tombes des gens. Elle a dit que tu vois les gens là, c'est l'argent qu'ils sont venus chercher. Et regarde, c'est toi qui m'as amené ici. Moi, j'espère seulement que tu es satisfaite de ce que tu es en train de faire et tout. Maintenant, il fallait la nuit là s'est passée, ils sont rentrés. Elle continue à avoir de l'argent. Elle s'est achetée une villa, là, à Yaoundé. Elle s'est achetée une villa, ses parents ne savaient même pas. C'était une genre de petite fille très riche de la famille. Elle était devenue un exemple. Quand on grondait les autres enfants, on disait que vous ne voyez pas telle personne qui a réussi. Maintenant, voilà. Maintenant, quand il fallait gravir d'autres échelons dans ces trucs-là, elle vendait les gens. Elle a vendu son frère, son cousin. Et ce genre, elle vend comme ça, tu meurs par accident. On l'appelle, elle pleure, elle vient donner l'argent au deuil. Tu vois un peu le genre? Et donc, c'est elle, en fait, qui tuait les gens de sa famille. C'est elle, en fait, qui tuait. Donc, un jour, sa mère dit que non.
Je sens qu'il y a des mauvaises ondes dans la maison-ci. Je sens qu'il y a des mauvaises ondes. Elle est partie appeler un père exorciste. Donc, ça, tu vois, le genre, sa mère dit qu'il faut qu'on fasse une messe. Une messe. Donc, elle invite tous ses enfants. Donc, sa fille arrive. Elle a trouvé le travail dans une banque. Donc, maintenant, elle pouvait justifier sa voiture. Mais jamais elle n'avait déjà montré à sa mère véritablement la maison qu'elle avait achetée. Elle arrive donc avec sa voiture. Quand le père exorciste là arrive, la fille se sent mal à l'aise. Elle se sent mal à l'aise. Elle dit même que, mais maman, pourquoi tu as besoin d'amener quelqu'un? Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, laisse-le faire ça, son truc. Le père prie, il verse l'eau bénite, il verse ce. Gars, finalement, elle s'est fâchée. Elle a dit qu'elle partait. Elle est partie, elle n'a même pas fini la messe. Bon, sa mère est restée un peu perplexe. Elle est restée tranquille. 2 jours après, le père là l'appelle. Le papa là l'appelle. Il m'a dit que ma fille, je te vois. Ah. Elle dit, bon, elle est venue. Le prêtre là lui dit que, elle demande que vous voulez quoi? Si vous voulez la charité, je peux faire des dons. Le père là lui dit que non. Je ne t'appelle pas parce que je veux que tu fasses un truc de charité et tout et tout. Donc, elle dit que, mais qu'est-ce que vous voulez alors? Il lui dit que suis-moi. Le prêtre là l'ouvre donc une porte de la paroisse. Ils descendent. C'était lugubre, c'était humide, froid, bizarre, sombre. Il fallait une torche. Ils descendent, ils s'assoient. Le père là lui dit qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas tuer beaucoup de gens. Elle lui dit que je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ok. Le type là dit que ok, comme tu ne sais pas de quoi tu parles, attends. Il lui dit, il y a un tiroir. Il ouvre, elle tire le tiroir. Quand elle tire le tiroir, elle referme le tiroir avec force. Je te dis, donc, quand elle tire comme ça, elle voit, en fait, le prêtre là lui a montré son propre cadavre. Que si elle n'arrêtait pas, elle allait mourir. Donc, quand elle a, donc, elle a vu ça, elle a fui. Elle est partie. Et la même semaine là, on lui demandait quelqu'un. Et elle a, je pense qu'elle a tué un de ses cousins par accident. C'est là où sa petite sœur donc s'est fâchée. Sa petite sœur est arrivée dans sa chambre. Elles se sont disputées. Sa petite sœur a dit que non, mais attends, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à nous tuer comme ça. Il faut arrêter. À un moment donné, machin, truc et tout. Ah, entre-temps, sa mère a commencé à se plaindre que son père disparaissait pendant des jours. Mais comment ça, ton père disparaît tous les jours? Et quand on l'appelle, le téléphone du papa ne passe pas. Le téléphone de papa ne passe pas. Donc, un jour, donc, elle dit que bon, elle va rendre visite à son copain, son soi-disant Ismaël là. Quand elle arrive là-bas, Ismaël, elle voit son père et Ismaël sortir du même portail. Son père sortit de chez Ismaël. Son père sort de chez Ismaël. Elle dit, mais attends un peu. Un maçon comme ça, il fait quoi chez Ismaël? Depuis quand? Donc, elle s'est quand même rabaissée, tu vois un peu. Pour que les gars ne la voient pas. Ils sont entrés dans la voiture d'Ismaël, ils sont partis. Elle les a suivis. Ils sont arrivés dans une grande maison. Ils sont entrés là-bas. Elle est restée là-bas 2 jours devant le portail là. Ils ne sont pas sortis. Entre-temps, elle appelle sa mère. Sa mère dit que son père a dit qu'il est en retraite spirituelle. Il n'est pas là. Elle dit, hey. Maintenant qu'elle rentre le soir, donc, elle appelle le nom de sa soeur. Parce que quand elle voulait, elle voit sa soeur. Elle se plaçait devant le miroir. Elle appelait sa soeur. Sa soeur venait. Quand elle appelle sa soeur vient. Sa soeur lui, elle dit à sa soeur lui dit que je t'ai dit qu'un jour, comme tu me chasses quand je viens ici là, tu vas connaître mon importance dans ta vie ici à côté de toi. Il faut juste lire entre les lignes. En gros, pour être courte, c'est son père en fait qui était le commanditaire de tout ça. Donc c'est lui, c'est lui qui a envoyé Ismaël vers sa fille. Tu comprends un peu? Voilà. C'est lui qui a envoyé Ismaël vers sa fille pour séduire sa fille. Il a vendu les organes de sa fille, dont son utérus, tout, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait même pas soulever son haut devant un homme. Hein. Quand tu couches avec elle, tu ne la déshabilles pas. C'est genre juste le bas, quoi. Oui. C'est lui qui a vendu sa petite sœur à lui, qui s'est réincarnée dans son enfant. Tu vois un peu. Mais
Et comme il ne pouvait pas la tuer une seconde fois, il a juste vendu une partie d'elle. Finalement, c'est sa sœur qui est décédée qui lui avoue toute la vérité. Donc, elle reste choquée et elle raconte son histoire pour que les gens sachent, parce qu'elle aussi, après, normalement, elle va mourir, en fait. Donc, vraiment, les gens doivent faire très attention. Il y a des choses qui nous suivent souvent dans nos vies, pas parce que c'est nous qui voulons, mais c'est parce que nos parents ont signé des pactes qui ne nous regardaient même pas. Et on se retrouve dans un engrenage. Dès qu'on a une petite étoile, ils se servent de ça pour nous faire des trucs.